Stilfto, see what's the old skirmish, see what's the old skirmish. Rocket the baby, rocket the baby. Nourit. Et vous? Georges. Je sais pas tout si c'est un autre avec On n'entend pas. on commence par quoi? Ben nous, on a commencé par ton film. C'est-à-dire que dans ton film, à partir de rien, il y a tout. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, à partir de rien. À partir d'un petit rien. Rien. À partir d'un petit rien. À partir du R, il y a tout. Et ça, c'est extraordinaire, la manière dont ça se déploie, dont on a à la fois ce que c'est que qu'être étranger, qu'être présent, qu'être stigmatisé. On a partout l'histoire du Chibolette qui court, et on vous reconnaît à la manière dont vous vous prononcez. Enfin, c'est extraordinaire qu'à partir de ce R, on ait autant de R, E, 2 R, E, enfin, qu'il y ait un tel espace pour être décrit à partir de juste un son. Bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il y avait tout dans ce film, on peut peut-être essayer de dire ce qui étonne le plus. Alors, moi, ce qui m'a étonné de manière un peu décalée, bon d'abord, c'est que je ne reconnaissais pas, moi, tellement les étrangers à leur air. Je les reconnaissais à leur rythme quand ils parlent, et aussi beaucoup aux voyelles. Quand, par exemple, écoutez Nourit, et vous allez l'entendre, ça. Vas-y, parle. Que dire, que dire. Tu me dis que déjà mon R n'est pas le même que le tien. Non. Et moi, dis R. R, ça dépend. Ça dépend dans quel mot. Oui. Donc dis Barbara. Oh, Barbara, c'est un nom Et moi, absolument... Barbara, je dis pas pareil. Destiné. Ça se dit Barbara. Oui, Barbara, c'est pas trop difficile. Parce que de toute façon, ça veut dire blablabla, donc tout le monde, tout ça, ça va. C'est un mot pour faire bouillir. Hein. C'est le nom des barbares. C'est Barbaros. C'était le nom grec de ceux qu'on ne comprenait pas. Il savait bien qu'il fallait mettre le R. Il savait qu'il fallait mettre le R pour brouiller les pistes. Brouiller les pistes. Mais donc, une fois qu'on a dit qu'il y avait tout à partir de là, quand même, moi, il y a une chose qui m'a très étonnée, et quand j'ai vu le film, c'était dimanche soir, avec Nourit, je me suis demandé comment elle avait choisi les couleurs. Ah oui, moi aussi. Et alors évidemment, derrière, on a le sonnet de Rimbaud, c'est pas du tout ça, non, 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 non. C'est... Alors, en parlant, je me suis rendu compte que il fallait prendre très très au sérieux toujours tout ce qu'elle dit, et pour commencer, donc quand elle dit que quand elle était petite, les premières lettres du prénom avaient une couleur, et que les prénoms avaient une couleur, donc là c'est ça qui se passe. Les consonnes. La première consonne a une couleur. Donc c'est ça qui se passe. Et je me suis demandé d'où ça venait cette couleur-là plutôt que celle-là. Et alors, notre discussion a conduit à une idée qui vous applique aussi, qui est celle de synesthésie. C'est-à-dire comment un son a une couleur, et peut-être même un goût, et, en tout cas, et quelque chose comme une odeur. Comment est-ce que tout ça est lié? Et Nourit m'a fait des réponses assez troublantes. J'aimerais bien qu'elle vous les fasse aussi.
Qui était troublante. Oui, oui, c'est quoi une synesthésie et comment tu as comment elle a évolué ta synesthésie depuis que tu es toute petite? Mais toute petite, pour moi c'était évident que quand il y avait le son, mais c'était vraiment pas les voyelles, c'était vraiment les consonnes surtout, que quand il y a la consonne, il y a une couleur. Et après, Je sais pas, mais ça vous arrive à tous, ça? mais tu sais, c'est comme les gens qui, au début, ils savent pas, à l'école, ils savent pas que les autres voient mieux que eux, qu'ils entendent mieux, c'est-à-dire, ils savent pas. Moi, j'ai pensé que c'est comme ça. Alors, après, j'ai dit ça à mes parents, qui ont trouvé que c'est formidable, et quand arrivaient leurs amis, chacun demandait quelle couleur je suis, quelle couleur je suis. Alors c'est pour ça que j'ai donné l'exemple dans le film de prénoms, mais c'était pas les prénoms, c'était juste Le son. le son de la consonne. Oui. Et voilà, donc c'était, mais moi je savais pas pourquoi ça c'est ça. Mais il y a des neurologues, là, des Il y a des spécialistes du neurologues dans la cerveau, là. Faut essayer de soigner Nourrit. Ouais. Mais toi Alors, tu connais. Oui, alors moi je pense que... Même que les Ulipo, ils se sont intéressés de synesthésie. Oui, alors cette chose-là, alors moi je suis un non-synesthésique, mais je pense que c'est quelque chose de très personnel. Moi, ce qui m'intéresse chez Nourrit, sur ces consonnes qui deviennent des B, des couleurs, c'est que bon, voilà, on a Nourrit, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui transforme, qui crée un alphabet. Alors attention, véritablement un alphabet, puisque c'est Gabi et Gila, c'est Ge, hein, donc c'est le Ge devient, je ne sais plus quelle couleur, excusez-moi. Vert, merci. Vert, d'ailleurs, Guy Régis, Guy Régis, vous avez remarqué, là, j'ai choisi Guy Régis, il est vert, évidemment. Hein. Donc, voilà, donc ça devient vert. Bon, selon moi, c'est quelque chose de purement personnel. Ce qui est intéressant, c'est d'en faire un alphabet, c'est-à-dire d'en faire quelque chose où on crée une simplification du monde, si je puis dire, mais par quelque chose qui est fondamental. Je trouve ça horriblement bizarre que quelqu'un qui est devenu photographe et cinéaste imagine tout en couleur, alors que d'autres, par exemple comme moi, imaginent tout en son. Hein. Je veux dire, moi, j'ai eu il y a quelques années, pardonnez-moi de parler de moi-même, un problème d'œil très grave, et j'ai un ami critique de cinéma qui m'appelle et qui me dit: mais Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis: tu sais, Michel, c'est ce qui arrive lorsque on écoute les films au lieu de les regarder. Alors, il m'a dit: oh, c'est bien, oui. Et donc, c'est quelque chose de personnel, mais l'intérêt, c'est, revenons-en à l'alphabet. L'alphabet, c'est-à-dire qu'elle crée... C'est le rapport image. Oui, moi j'ai un rapport, oui, c'est un rapport son, oui. Bon, chacun son, oui, pour moi, Je sais pas quelle couleur ça a, ça, mais c'est... En dehors du son, il n'y a pas grand-chose qui se produit, donc bon. Mais revenons à Nourrit plutôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle crée un alphabet, et ce qu'elle ne fait pas quand même, il faut le dire, à 5 ans, elle était géniale, mais pas à ce point-là, c'est de penser de recombinaison. Parce que ce qui est génial dans l'alphabet, c'est qu'on on filtre les sons du langage, on en filtre 25, et puis avec ces 25, on recrée tous les mots. Ça c'est complètement génial. Et ça, bon, Nourrit était géniale, mais pas à ce point-là. Elle a recréé mais elle a eu cette idée du filtrage. Et cette idée du filtrage, elle est fantastique, même si elle est complètement personnelle. Alors, pour parler de synesthésie en musique, il y a des tas de compositeurs qui voient des couleurs dans les tonalités. Hein. Mais si on est un exemple célèbre... Hein. Déjà, ça s'appelle tonalité. Hein. Oui. Et donc, mais si on est un exemple célèbre, il entend un accord, il dit: oh là là, là je vois, là c'est bon. Alors c'est très amusant parce qu'on a toujours envie de lui dire: mais bon, d'accord mon vieux, tu vois du bleu, mais moi je vois du vert, je suis désolé, ça bon. C'est très très personnel. Encore une fois, c'est quelque chose. Mais ce qui est intéressant, pour moi, c'est la création de l'alphabet.
C'est-à-dire le fait que comment dire, j'essaie de trouver le mot exact, on tamise, c'est la théorie, c'est le tamis, hein, on tamise une réalité en le faisant passer dans un certain nombre de trous qui sont limités. Effectivement, le nombre de couleurs que nous percevons, ou plutôt les différences de couleurs, les couleurs sont infinies, mais les différences de couleurs que nous percevons sont assez limitées. Je ne sais pas comment tu faisais pour avoir 25 couleurs, mais c'est là où on voit que c'est Nourit, c'est quelqu'un qui est tout de Tu suite avais visuel. 25 couleurs? Mais moi, vous savez, je savais pas. Si, mais je savais pas lire et écrire, donc c'était pas un alphabet, ça commençait pas par A, etc. Dès qu'on me dit un nom ou un mot, je savais dire une couleur. Mais les couleurs étaient pas. Les couleurs, je me rappelle, c'était pas vert, j'ai dit vert jaune ou non, c'est-à-dire ils étaient nuancés. C'était vert jaune. Je me rappelle encore les mots. Et après, c'était une couleur de un jaune spécifique qui était pas comme, c'est-à-dire ils étaient quand même nuancés dans. Par exemple, je sais moutarde. Je me rappelle que je dis qu'à Viva, une femme c'est moutarde. Je sais que c'était moutarde. Attends, moi j'ai un problème, c'est que là tu as une couleur qui est un son, mais Le son qui est une couleur. le son qui est une couleur, mais comment ça fait alphabet, c'est-à-dire comment ça écrit tout? Non, 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 c'est ce Non, qu'il a c'est dit. ça. Non, non, c'est pas un. Ça n'a rien à voir, Ça donc. combine pas. Bah non. Non, non, ça combine. Donc ça n'a rien à voir avec un alphabet. C'est un alphabet personnel qui est A. Mais non, que c'est pas toutes un lettres. alphabet. D'accord. Il n'y a pas. Oui. C'est un alphabet parce que Gabi est Gila. c'est Donc il y a Guélégué. il y a le filtrage. Donc il y a la détermination du fait qu'il y en a quand même que, je dis 25, bon, peu importe, ou 26 Mais ou je ne 30. savais pas parce Il qu'on y en n'a a, pas il y en- compté. tu n'as pas compté, mais il n'y en avait pas 1000. Non. Il y en avait pas 1000 et il n'y en avait pas 3. Enfin là, il y en a combien là? Là, il y en a 6. 6. Oui, mais ça c'est dans les Ça, films. c'est dans le film. Je ne pouvais pas dire qu'il y a Quel nom moutarde. tu as écrit? Qu'il y ait moutarde. Que c'est moutarde, quoi. Mais c'est-à-dire que ça n'avait pas d'importance. Moi, pour moi, et toutes les lettres, il y avait tous les sons. Chaque fois qu'on venait avec un son, je pouvais Voilà. dire une couleur. Voilà, ça c'est une chose, c'est une corrélation, c'est une. C'est un truc, c'est comme un voilà. alphabet privé Mais complètement. pourquoi? Mais après, il n'y a pas une combinaison. Voilà, donc pour moi un alphabet, la définition d'un alphabet, c'est que ça se combine pour écrire des mots. Et C'est tous ça. les mots. Donc là, pour moi, c'est pas un alphabet, c'est une corrélation magnifique. Mais c'est ce que j'appelle. Théoriquement, mais on ne va pas discuter théoriquement. Ah, si, c'est Moi, je dis important. théoriquement, si quelqu'un prenait mon système, on pouvait écrire tout parce que j'avais toutes les lettres en couleur. Si le cerveau Tous les savait sons en couleur. tout dans tout, il y a, Tous il y a toutes les consonnes qui ont une couleur. Donc en hébreu, on écrit sans voyelle. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que les consonnes. Donc il n'y a pas besoin de 27 lettres. Hein? Oui, il n'y a pas Non, besoin. donc pas besoin de 27, mais il y a 22. Et dans le 22, il y a celles qui se ressemblent. On entend pareil. Bon, etc. Donc ça enlève déjà quelques-unes. Reste, je ne sais pas, 12. Et avec ces 12-là, si quelqu'un s'amusait, il pouvait écrire Barbara, par exemple, rouge, bleu, jaune. Et Et on aurait... il ne pouvait pas faire la différence entre Barbara et Barbara. Mais on ne peut pas le faire non plus avec l'alphabet. Non, mais on le fait avec les sons. Mais justement, c'est là ce que je dis dans le film, que la lettre R avait un problème parce qu'elle était justement Toutes pas... les couleurs. Non, non, elle n'était pas Beaucoup toutes de les couleurs. couleurs. Elle changeait de couleur. Elle changeait, mais pourquoi? Parce que c'est pour moi pas... D'ailleurs, je me demande pourquoi la lettre R, c'est la même. Elle est tellement différente. Si on la sort de la gorge ou on la roule, que normalement, c'est pas la même lettre. Oui, enfin, Donc c'est pour ça qu'elle avait des couleurs différentes. Mais quand j'ai entendu qu'on me dit Nourit, les uns diraient comme ça et comme ça, j'ai pu comprendre que c'est la même, mais en même temps, pour moi, c'était pas la même. Et d'ailleurs, par exemple, en arabe, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a, je dis bien le R, mais c'est pas un R. Il y a deux noms. Il y a le R roulé qui correspond au R. Il y a le R plus ici, guttural. qui est le R. Donc c'est une autre lettre. Il y a encore une autre lettre, le H,
que vous, beaucoup de Français entendent comme étant un R. Parce que quand il dit Hassan, il dit Rassan. Donc ça veut dire qu'il y a trois, en arabe, c'est trois lettres différentes. Donc moi je ne savais pas qu'en arabe c'est trois lettres différentes. Mais j'avais des problèmes de donner une couleur parce que c'était trop de sons différents. Bon, mais c'est pas très intéressant de parler de ma synesthésie. Ah si, c'est assez intéressant quand même, parce que c'est... Et puis donc, tout ce que je veux dire, que je me suis inspirée de ma synesthésie de l'époque, qui s'est un peu estompée quand j'ai commencé à... Je crois que quand j'ai commencé à apprendre à lire. Et je me suis juste inspirée pour continuer mon système avec données de... Et là, c'était beaucoup plus arbitraire, hein, les couleurs que j'ai données, parce que... Mais Guy Régis, comme tu dis, il était évident pour moi, c'était évident qu'il va être le dernier et qu'il sera vert. Oui. Comme les gars des Guy là. Oui. Et le premier, blanc, tu m'avais dit que c'était évident à peu près. Oui. Le blanc... Les blancs, mais c'est qui Norvégiens, là. Les Norvégiens, mais il y avait un moment entre les Norvégiens et la Russe où il y avait entre les bleus et les bons. Mais ce qui est intéressant, que l'autre jour, Louba, qui était ici, elle a dit qu'elle, qui est synesthésique aussi, pour elle, les R étaient bleus. Et elle m'a dit, mais comment elle m'a donné les bleus, puisqu'elle sait. Elle a dit, on s'est parlé, on s'est dit, mais elle m'a jamais dit qu'il était bleu. Je lui donnais les bleus, alors bon, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais la preuve c'est qu'elle donnait les bleus, et qu'après elle m'a dit qu'en effet, pour elle, les R étaient bleus. Bon, et je n'en savais rien. Le hasard objectif. Probablement le hasard. Sûrement le hasard. Tu veux nous parler de Kratil? Non, c'est pas moi qui veux. Ah bon. C'est Nourit qui m'a demandé. Donc, elle m'a demandé de... Parce qu'il est dans les films. Oui, voilà. Et le problème, c'est c'est un que... peu autour. Mais tu sais, comme moi, j'ai passé beaucoup de temps d'essayer de les comprendre, et dans le film, j'ai fini par dire une phrase. Donc je me dis toujours que dans le débat, tout ce que j'ai pas dit, et beaucoup plus parce que je comprenais pas. Voilà. Ce qu'il y a de clair en grec, c'est que le rho a un accent, a un esprit rude. Ça ne veut pas dire qu'on sache comment ça se prononce. Il y a deux sortes d'esprit sur les lettres. Esprit doux ou esprit rude. Et là, ça doit vouloir dire quelque chose comme... Bon, du moins j'imagine. Non, parce que ça c'est doux. C'est caressant. Mais c'est pas caressant. Et alors, il y a tout un passage pour Kratil, le Kratil auquel fait allusion Nourit dans le film. Il s'agit de savoir quelle est la justesse, la droiture, la droitesse des mots, des noms. Comment est-ce qu'ils sont droits ou non? Et les deux thèses qui s'opposent, c'est jusqu'à aujourd'hui. Hein, est-ce qu'il y a une justesse naturelle des noms? Et alors là, on est en plein dans nos rites, hein, c'est-à-dire que c'est la synesthésie absolue. Est-ce qu'il y a une justesse naturelle des noms ou est-ce que c'est arbitraire? Autrement dit, est-ce que le R peut être aussi bien gris que moiré? Ou bien est-ce que les mots en R sont plutôt verts comme Guy Régis? Bon, Régis. Et alors, bon, il y a tout un passage où il s'agit du R. Et c'est Socrate qui parle, comme d'habitude. Et c'est pas obligé qu'on sache où il veut en venir. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, revenons à la lettre R. Je le répète, c'est un instrument, organone, un organe, un outil, fort propre à rendre le mouvement, que l'auteur des noms a cru y trouver pour leur faire reproduire la mobilité. Autrement dit, naturellement, si on croit à la justesse naturelle des sons, des mots qui sont composés de sons,
eh bien, le R exprime la mobilité. Et aussitôt arrive une série de R qui vous explique que vraiment on a bien nommé les choses. Alors, le mot même de Rein, c'est couler. Je ne sais pas comment le prononcer. Hein. Rein, couler. Vous savez, le pantarei, tout coule. Bon, ben, le ro est là. Alors il y a couler, roe, courant, tromo, qui est la course, le tremblement. Alors c'est très difficile, évidemment c'est impossible à traduire puisqu'on ne l'entend plus. Mais c'est pas si mal fait quand même. Dans tromos, le tremblement, dans tracus, le raboteux. En outre, dans des verbes tels que kruein, herkste, troein, broyer, herkein, déchirer, truptein, briser, kermati, zein, déchiqueter, rumbein, faire tournoyer. Tous ces mots-là s'expriment, rendent les choses expressives au moyen des R. Et à côté de ça, il y a l'enchaînement, le contraire, qui est justement du doux. Alors le L, c'est le lisse, léon, le glissant, olistanein, l'onctueux, liparon, le luisant, le collant, calodes, le gliscrone, le visqueux, le poisseux, glucu, le gluant, gloides. Et ça continue comme ça pendant très longtemps. L'idée, c'est que quand vous entendez le mot, vous synesthésez la chose. Elle est là, dans son aspect, j'allais dire, intime. Et au fond, c'est ça qu'on a entendu là, avec quand même cette immense différence que ce qu'on entend, c'est qu'on prononce bien ou mal, qu'on prononce comme ci ou comme ça, et qu'à partir de là, on vous catalogue. Tandis que là, c'est simplement pour expliquer que la langue est bien faite, qu'elle est faite naturellement bien, c'est-à-dire qu'elle dit naturellement que Nourit a fait un très beau film. Et Georges, j'aimerais qu'on parle du R que tu as proposé à Jaap Blom. Alors, donc tu racontes Jaap et tu racontes... Bon, déjà, je dois dire, il y a Jaap d'un côté et après le générique. Hein, tu vas... Oui, alors déjà, il faut parler de Jaap Blom. Alors Jaap Blom, c'est, je pense, en poésie sonore, ce qui se fait à peu près de mieux. C'est lui qui chante. Ce qui se fait à peu près de mieux maintenant. Donc c'est lui qui fait au début la Ursonate. Ensuite, il fait les présentations des couleurs où vous avez des sons d'air, A-I-R. Hein, des sons d'air. Alors, ça c'est la consigne que je lui ai donnée et on a beaucoup évidemment. J'adore les jeux de mots. Bon, je pense que le jeu de mots est à la base de l'art. Bon, donc je vais dire, bon, cela dit, Jaap est un grand spécialiste de la poésie sonore. Et je vais vous raconter un petit peu alors, il va venir normalement, mais je ne sais plus quel jour. Il va venir dimanche. Dimanche, oui. Donc Jaap a commencé sa carrière comme saxophoniste de jazz, et puis ensuite il s'est mis à faire de la poésie sonore en faisant la Ursonate en première partie de concert de punk. Je parle de ça, il n'est pas très jeune, hein, donc je vous parle de ça il y a assez longtemps, il y a une quarantaine d'années. Et donc il a décidé qu'il ferait la Ursonate et que quand il cesserait de recevoir des tomates, c'est qu'il aurait vraiment réussi à faire la Ursonate. Parce que vous imaginez, vous arrivez à un concert punk et vous commencez à faire Rumpf, Rumpf, Tilto, Rumpf, etc. Bon, les gens,
n'était pas forcément là-dessus. Bon, et donc voilà. Et Jaap est devenu le grand spécialiste de la Hochsonate. Il l'a fait, je ne sais pas combien de milliers de fois. Il a même enregistré avant que il a fait un enregistrement pirate parce que les ayants droit de Schwitter c'était des emmerdeurs et donc il ne pouvait pas l'enregistrer, donc il a enregistré sous un faux nom. C'est une cassette qui se trouve qui coûte très cher, hein, Reveroxrem, si vous trouvez la cassette de Reveroxrem, qui est en fait le surnom de Schwitters à l'envers. Donc Mertz, je ne sais plus comment. Voilà, si vous trouvez cette cassette, elle vaut très cher. Peu importe. Donc Jaap a fait ça, et Jaap là-dessus, voyant le succès venir, alors entendons-nous, quand je pense que c'est le poète sonore le plus connu au monde, mais enfin, être le poète sonore le plus connu au monde, c'est pas énorme. Hein. Enfin, il est invité dans le monde entier quand même. Et Jaap, commençant à avoir du succès, s'est dit, bah, maintenant je vais apprendre l'alphabet phonétique. Donc il a appris l'alphabet phonétique, alors de manière très très systématique, en faisant des études. Et donc quand j'ai commencé à contacter Jaap, Jaap m'a envoyé par retour de courrier la partition de son étude sur le R, qui s'appelle Rhotique. Et j'ai dit à Jaap, c'est bien, mais je pense que ça va pas aller. Et là-dessus, je lui ai dit, bon, on pourrait faire quelque chose de plus incroyable. Et alors, bon, je travaille avec Jaap depuis 30 ans, et donc il a inventé un langage qui s'appelle le Rheinkrimpien. Alors là, il n'y a pas de R. Hein. Ré, c'est le G. Rheinkrimp en néerlandais signifie quelque chose comme Rein, c'est comme Kein, hein, pas de, et Krimp, c'est comme shrink, donc ça veut dire grosso modo, faut pas mollir, hein. Alors ça veut dire, et alors, à partir de Rein Krimp, alors c'est très amusant parce que quand je lui dis, mais ça veut dire quoi Krimp, il m'a dit, bah, c'est très simple, c'est shrink. Psychanalyse, hein, donc pas de psychanalyste, hein, c'est ça que ça voulait dire, hein, pas de psychanalyste, c'était ma première traduction, mais bon, je sais qu'ici c'est pas le truc à dire, donc voilà, donc et là-dessus il a inventé tout un langage qui s'appelle le Rheinkrimpien, et on a beaucoup travaillé là-dessus, donc on avait fait un doublage de la scène du Chevalier de la Mort dans le 7e saut de Ingmar Bergman, et donc voilà, et là-dessus je lui ai dit, bah, on va essayer de partir là-dessus, et il m'a dit, mais non, je voudrais quelque chose de plus doux, et j'ai dit, bah, on va partir sur l'air, et puis là-dessus il a donc fait ses improvisations en regardant les images, et on a fait plein de prises. Alors, les deux choses que je voulais dire à propos de la création sonore, c'est d'abord cette chose qui est qu'il y a vraiment le talent de Jaap, c'est-à-dire que vous entendez quand il fait ses sons d'air, qu'il arrive à donner justement à insuffler des hauteurs, c'est-à-dire qu'il fait... Il fait ça beaucoup mieux que moi, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, il arrive à insuffler des hauteurs, il a une technique d'enfer. Et puis l'autre chose qui était intéressante, c'est qu'il voulait absolument justement trouver des sons d'air, à hier toujours, différents en fonction des couleurs. Et ça, on y a plutôt pas mal arrivé. Il y a une autre chose qui n'a rien à voir, dont j'aimerais bien parler, c'est les sons d'ambiance au début de la présentation des personnages. Les personnages arrivent, ils parlent leur propre langue. Hein, le norvégien parle norvégien, la japonaise parle japonais, etc. etc. Guy Régis parle créole et pas français. Hein. Et donc, là-dessus, je tenais absolument, et ça, le monsieur qui a fait, donc j'ai oublié le nom et je me sens très, très coupable, qui a fait le mixage son et le montage son était formidable là-dessus. Je tenais à ce qu'il y ait un son très très large. Et une des choses sur lesquelles je voulais un peu insister, c'est sur le fait que
ce qui, moi, m'a intéressé dans ce film, comme c'est un film très formel, avec des passages de couleurs, des passages d'interview, des passages, des plans de coupe avec des fleurs de la même couleur, etc., que l'espace sonore soit à chaque fois différent, la largeur de l'image sonore soit à chaque fois différent. Alors, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, d'ailleurs le but c'est pas que vous en rendiez compte, le but c'est que simplement ça participe du formalisme de Nourit. Voilà, c'est là-dessus que je voulais dire. Et la dernière chose dont je vais parler, et puis après ça, je vous promets, je ne parle plus, c'est le générique de fin. Le générique de fin, qui est évidemment un montage de tous les dialogues que vous avez vus, et notamment des passages où il y a des R ou R, ou tout ce que vous voulez, hein. Stier, le norvégien, etc. Kartavik, le craquement bois Kaela, etc. Et Pierre Réfil, évidemment, à la fin, hein, pour essayer de sauver notre vie à la fin, parce qu'il faut quand même qu'on survive. Eh bien, ça a été fait, évidemment, en grande partie à l'oreille, mais aussi avec les fameux outils d'IRCAM, des outils d'intelligence artificielle, qui cherchent une progression au niveau de la prosodie, une progression prosodique qui soit contextuellement semblable. Donc c'est pour ça que ce montage fonctionne, je vais dire si bien, qu'il a l'air si, je vais pas dire naturel, c'est pas vrai, mais qu'il fonctionne assez bien, c'est que on essaie de trouver le contexte de la même prosodie, et donc c'est ce qui permet d'avoir cet enchaînement relativement souple, relativement coulant, bien évidemment, pas partout. Hein, parce qu'il y a aussi moi qui arrive avec mes gros sabots et qui décide qu'à tel endroit on va mettre telle chose, etc. C'est moi qui t'embête. Ou Nourit qui m'explique que là elle veut pas ça, ou qu'il y avait un truc que j'avais oublié de mettre. Je crois que c'est Kartavik justement. Elle m'a dit mais il n'y a pas Kartavik, alors donc il faut que tu refasses tout. Alors je fais bon, ok, on refait tout, c'est pas grave. Non, j'ai rien dit. Rien du tout, alors là, absolument. Bon, alors peut-être il y a des gens, comme on dit, la salle, qui veulent dire quelque chose ou demander quelque chose. 1, 2, 3. Non, le R, il y a des années que je m'amuse avec le R. Quoi? Il y a quelqu'un? Reconnaître l'arabe que je ne connais pas en fonction de la proximité, enfin, de la provenance des locuteurs. Alors, où? Dans le noir. Dans le noir. Je suis petit. Bonsoir. Je voulais vous demander si vous avez l'oreille absolue. Parce que parmi les gens qui ont l'oreille absolue et qui entendent des sons comme ça, s'ils ne connaissent pas encore les noms des notes, c'est très commun qu'ils associent d'autres choses aux notes. Quel accent avez-vous? À vous de me dire. Non, non. Moi, je ne suis pas synesthésique, je ne sais pas. Je suis brésilien. Brésilien. Et juste dites-moi les R en brésilien, parce qu'il paraît que au début du mot et à la fin du mot, c'est pas les mêmes. Il y en a plein. Ça dépend de l'accent, de la région d'où on vient. Moi, je suis de Rio. Du coup, je vais prendre un mot comme porte. Bon, à Rio, on dit porte. Mais quand il y a deux R, il paraît que les R au début, les R au milieu... Alors, oui, ça, on dit rato, mais tout le monde va dire rato. Ça, on est bien d'accord. Alors, porte, par contre, non. Parce qu'à Rio, on va dire porte. À São Paulo, on va dire porte. Et à la campagne, on va dire porte. Mais la voyelle a beaucoup changé. Et est-ce que j'ai la... Est-ce que moi j'ai une... Qu'est-ce qu'il a dit absolu? Alors, absolu, moi pas du tout. Et toi? Moi non, mais je voulais dire quelque chose à propos de l'oreille absolue, puisque ça a à voir avec la synesthésie. Effectivement,
alors, il y a quand même beaucoup de recherches qui ont montré que nous avons tous, je suis désolé pour nous tous qui n'avons pas l'oreille absolue, hein, nous avons tous l'oreille absolue avant d'apprendre à parler. Et que c'est l'apprentissage du langage et le fait que, alors notamment chez les gens notamment lorsqu'il y a des langages à ton, mais enfin tous les langages sont à ton, plus ou moins, ça a plus ou moins d'importance, on finit par simplifier, c'est toujours la même chose, on finit par limiter, par filtrer la hauteur. Et donc on considère que tous les enfants ont l'oreille absolue et qu'en fait, c'est pour ça d'ailleurs que dans les familles de musiciens on a plus souvent l'oreille absolue, parce qu'on vous a emmerdé pour que vous fassiez ça, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui gardent l'oreille absolue, qui ne sont pas du tout de famille de musiciens. Il y avait un exemple très célèbre, moi j'ai travaillé dans un labo, où on avait un truc de fréquence, et il y avait un type, mais ce type en musique, mais il était nul. J'ai failli être grossier et dire nul à quelque chose. Il était absolument nul, il ne connaissait rien en musique, et on tournait le truc de fréquence. Et le type vous disait, c'est 1240 Hz. Alors, si tu vous dis, ah non, c'est 1126. Mais à cette hauteur-là, au truc précis. C'est-à-dire, ce type, il avait une oreille absolue de ouf. Mais il n'était pas du tout musicien, je peux le dire. Donc, c'est quelque chose qu'on a quand on est enfant. Alors, justement, effectivement, comme quand on est enfant, et très souvent, on n'a pas encore forcément appris le nom des notes, ceci, cela, et puis en plus, les noms des notes, ça varie suivant les cultures, et quand je dis ça varie suivant les cultures, même les gammes, hein, parfois, on l'associe effectivement à autre chose, et souvent, il faut le dire, à des couleurs. Bon, souvent à des couleurs, mais même chose, ce qu'on sait, c'est que ces couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Toujours la même chose. Je crois que le monsieur n'a pas voulu poser une question. Il y a un monsieur là-bas. Non, c'est bien constat que comme... Non, il faut... Si vous voulez parler, il faut parler dans le micro. Et j'arrive. Merci madame. Comme vous, j'avais pas cette obsession, mais cette constatation que l'air me servait de déterminant en fonction, comme je ne connais pas l'arabe, mais en fonction de la façon dont les locuteurs arabes prononçaient le R, j'arrivais à identifier leur provenance. Et, par exemple, au niveau du Maghreb, le R était beaucoup plus dur que dans le Moyen-Orient, en particulier les Libanais ou les Égyptiens, et je me trompais rarement. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et oui, avec le R. Et voilà. Dans cette salle. Oui, je voulais juste poser une question à propos du choix de l'ordre d'apparition des couleurs dans le film. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a présidé, qu'est-ce qui a décidé que tu aies commencé par le blanc, ensuite, etc., jusqu'au bout. Est-ce qu'il y avait une idée précise dans l'ordre? Oui. De l'extérieur, moi je dirais qu'il fallait commencer par le norvégien, parce que là vraiment le R était déterminant pour sa vie, et que c'était blanc, et qu'il fallait terminer par Régis, parce que c'était vert. Mais justement, c'était déterminant pour nous. Oui, mais le montage, c'est pas fait par la couleur, mais par rapport à ce que disaient les gens. Hein. Et la couleur était associée mais pour moi, il n'y a aucune possibilité, c'est-à-dire d'un autre montage. C'est impossible. Je savais absolument que je vais commencer, comme tu dis, par les Norvégiens, que je vais finir par Guy Régis, et que les 4 autres, ça ne pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on voit, que ça commence par l'intime, et ça devient de plus en plus politique. Avec Guy Régis, et avant, il y a les 2 colonisés à la fin. Et bon, voilà, ça allait vers ça. Bien que je crois que, à la lumière du politique que ça devient, on peut réécouter les Norvégiens. Les précèdent, bien qu'au départ, ça n'a pas l'air, mais ça prend la couleur politisée vue
Donc c'est bien parce que toi tu es pour la deuxième fois, parce que je t'ai déjà vu une fois. Je propose à tout le monde de faire quand même. Parce qu'on aura les salles. Et puis, est-ce que quelqu'un d'autre veut? Bon, je donne ici d'abord à la dame. Si. J'ai une question toute simple. D'abord, quelle est votre couleur préférée? Et puis, éventuellement, quelle est votre couleur? Puisque vous avez indiqué que vous donniez rouge. D'accord. Rouge. 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 C'est pas sa couleur à elle. Non. La couleur de son prénom. Voilà. Du N, du début de son prénom. Pourtant, moi, je vois pas du tout pourquoi le N est rouge. Alors là, mais tu vois pas, tu n'es pas synesthésique. Si, parce que je pourrais dire qu'il est, il est mauve. Il est mauve? Ah oui. Donc j'ajoute un peu de bleu à mon... Là-bas, j'arrive. Oh, par terre. Merci. Je voudrais réagir à une remarque de Barbara Cassin qui a dit que finalement, dans cette synesthésie, finalement la correspondance avec les couleurs était assez pauvre parce qu'il y avait un nombre de couleurs assez limité et que on ne pouvait pas faire alphabet avec ces couleurs. Et alors je voudrais juste raconter, enfin c'est ce que j'ai compris, c'est peut-être pas exactement ça, mais je voulais raconter une anecdote. Je voulais mettre un portail dans ma maison en Corse et je me suis adressé à un artisan qui m'a dit ce qu'il fallait, mais il m'a dit pour la couleur, il faut que vous alliez sur un nuancier qui existe maintenant, qui a été organisé au niveau européen, qui s'appelle d'ailleurs le RAL, et il y a à peu près 600 nuances. Donc d'une certaine manière, vous pourriez avoir une synesthésie qui distingue à l'intérieur de groupes de couleurs cette infinité de variétés, et ça permettrait peut-être de construire quelque chose de plus riche. Donc il faudrait tester les synesthésiques par un examen visuel. On va mettre ça dans un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Là, il y a quelqu'un. Merci. Moi, je voulais dire que ce message politique, il m'a sauté aux yeux, il m'a sauté aux oreilles dès les premières secondes du film, parce que cette entrée en matière est d'une violence effroyable. Cette hors-sonate, ce air qui roule, ces images d'herbes balayées par le vent, pour moi, c'est comme une fuite face à la violence du monde. Et on est sans voix. C'est une caméra qui est révolutionnaire car on sort dans la nature, une nature qui explose à nos yeux, à nos sens. Et on est enfin passé de l'autre côté de la fenêtre, l'air de rien, pour prendre de la hauteur, pour prendre du souffle. Pour prendre l'air. Pour prendre l'air, oui. Et après, on part d'un protagoniste à un autre. C'est un long voyage et qui est sinueux en passant d'un monde à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une prononciation à l'autre. Et ça fait partie d'un élan politique qui gronde, qui augmente pour aller d'un témoin à un autre. Ça donne envie de errer en même temps dans la nature pour tourner le dos à ce monde qui est tellement violent, à l'impensable, ce qui se passe, et en même temps la nécessité de se tourner peut-être vers l'enfance pour retrouver un certain bonheur, une certaine naïveté, comme on a dit. Et j'avais une question aussi à poser, savoir si on a eu l'occasion d'écouter 6 témoins, mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas
le film étant durant 1 heure, il y a peut-être eu d'autres interviews qui auraient pu aussi être présentées ce soir ou dans un autre film. Il n'y avait pas d'autres. Il y a ces 6 personnes-là et pas d'autres. Je n'ai pas coupé au montage. Et même eux, c'est à peu près, quand ils parlent, c'est à peu près tout ce qu'ils disent est dans le film. Donc il n'y avait pas d'autres que j'ai filmé. Mais il faut savoir que Nourit est très directive. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai tourné une fois dans un de ses films et non seulement elle fait répéter, mais en plus il faut dire ça et ça doit durer ça et t'es habillé comme ça et tu marches là. Donc 6 c'est 6 et ils ont entre 7 et 7 minutes. Voilà. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film Annonce, oui. Dans lequel Barbara fait la finale, parce qu'elle est la dernière. Et je profite de l'occasion de dire que pendant 1 semaine, à MK2, ils vont montrer dans MK2 Curiosité, je ne sais pas comment ça s'appelle, justement Annonce, là, la semaine prochaine, pour ceux qui veulent avoir l'occasion de le voir. Ça tombe bien. Lequel Pardon? Vous savez, MK2 Curiosité. Mais lequel? Sur Internet. Comment lesquels? Il y a ces trucs qui existent chaque semaine. Ils mettent des films gratuitement en ligne. À partir du 14, il y aura Annonce avec Barbara. Attends. Daniel. Oui, ce que j'aime beaucoup. On se connaît depuis 50, 60. Oui, oui, tu fais toujours des films de plus en plus beaux. Non, ce que je trouve formidable dans ce film, c'est le mouvement des airs. Parce que c'est bon, ces airs très différents. Ils agissent à la fois sur le son, avec ce souffle, à la fois sur l'image avec le vent tout d'un coup, on dirait que parfois que c'est les airs qui font bouger les fleurs, avec l'extérieur, avec l'air. Je crois que c'est une des rares fois où tu sors des maisons, comme disait l'autre personne, tu passes en dehors de la fenêtre et tout d'un coup on a ces couleurs, ce chatoiement, enfin il y a quelque chose à la fois de beau, ce air nous entraîne à plusieurs niveaux, sonore, visuel et tout, et réflexif, et de voyage de pays en pays, très très loin, quoi. Donc c'est un beau voyage qui trouve son expression visuelle et sonore. Bravo. Merci. Il n'y a pas de questions, c'est bien. Moi non plus, c'est pas une question, c'est juste un remerciement, au fond, pour m'avoir fait prendre conscience de l'importance du air dans ma vie, que j'ignore. Je ne m'étais jamais formulée clairement jusqu'à ce jour. D'abord, pendant toute mon enfance et jusqu'à présent, j'ai jamais été capable de rouler les airs. Et j'étais très jalouse de ma sœur qui était cantatrice et qui chantait en russe, notamment, évidemment, qui faisait ça à merveille, qui essayait de me l'apprendre. Par exemple, un petit exercice. Mais si, ma chérie, tu vas voir, si tu dis te dompette, trompette. Bon, ben, c'est un petit peu comme ça peut un petit peu marcher. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai un prénom qui commence par R. Et on m'a toujours appelée tantôt Ruth, tantôt Ruth, tantôt Ruth. Et cette identité un peu tripartite comme ça, voilà, je n'y avais jamais pensé si clairement jusqu'à ce soir, alors merci. Et Georges, c'est l'occasion de te demander par rapport à l'opéra, parce que à l'opéra, comme tu chantes, je veux dire pas à l'opéra, mais tu chantes, et il y a les airs, je veux dire, souvent on chante, même si on ne parle pas avec les airs. C'est juste une histoire de projection. On projette mieux en roulant les airs, donc on roule les airs à l'opéra. Parce qu'à l'opéra, il faut faire du bruit, parce qu'il y a un orchestre. Et l'orchestre, c'est ces emmerdeurs, ils font beaucoup de bruit. Ils sont beaucoup. Ils sont plus nombreux que vous.
il joue fort. Et puis alors les compositeurs sont de plus en plus dingues, hein. Bon, vous savez ça, au début l'opéra c'était sympa, il y avait un clavecin, il y avait 3 trucs, etc. Et puis bon, c'est devenu Strauss, quand il a monté Elektra, il y avait 116 musiciens, il y avait un orchestre avec 8 clarinettes, hein. Il y avait 8 corps, 8 trombones, 8 Wagner-Tuben. Hein, vous voyez le type d'orchestre, et là-dessus on vous demande de chanter. Hein. Vas-y là, vas-y mon vieux là, chante. Voilà. Et vous avez ces espèces de délires qui arrivent. Donc on roule les airs pour des raisons de pure projection, et aussi du fait que ça envoie la chose devant. Donc c'est une comment dire, il y a des langues où on roule les airs, donc le problème ne se pose pas, mais même en français justement c'est ça, et ça fait partie du ridicule qu'on attache à l'opéra, hein. Mon cher ami, venez dans ma chambre, hein, bon, ce genre de choses là, ce genre de choses qu'on attache à l'opéra, qui évidemment font que Castafioresque, oui absolument Castafioresque, mais en fait c'est encore une commodité. Mais je parlais avec Laurent Nourri, qui est chanteur d'opéra, qui me dit que maintenant, on le fait beaucoup moins que lui, qu'on les grésille. On le roule moins et on essaye de chanter avec les airs comme on parle. Et que c'est devenu beaucoup plus, et que lui, ça ne le dérange pas. Il a dit qu'on se fatigue beaucoup plus avec les airs qu'il y a avant, tandis que l'air on l'est plus, mais que lui, souvent, il ne chante pas avec l'air. C'est plus dans... Il voulait être plus dans la modernité. Oui, mais on se fatigue. Hein? On se fatigue. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça revient à ce qu'il dit Orly dans le film, que les airs, pour des raisons différentes, mais il y avait les airs, peut-être pour le même au théâtre, et qui étaient roulés, et que maintenant... Et les chanteurs chantaient toujours avec les airs roulés. Mais elle amène une question idéologique qui était, est-ce que l'homme biblique parlait avec un air roulé? C'est formidable ça. Parce que moi j'entendais ça autrement, puisqu'il y a le phénomène du développement du microphone et du chant au microphone, qui fait que effectivement les gens de la radio qui au départ, qui dans leur jeunesse, je parle évidemment dans les années 50, non mais partout, qui dans leur jeunesse travaillaient avec des microphones de très mauvaise qualité, et ensuite ils devaient donc projeter, effectivement, il y avait une diction d'acteur au sens voilà, et ensuite bon, maintenant ça sert plus à rien maintenant. Là j'ai la crève, etc. J'ai pas de voix, mais ça n'a aucune importance, on m'entend. Donc maintenant les microphones sont devenus, et évidemment on a développé une technique où on susurre dans un microphone et on fait des choses merveilleuses, mais c'est autre chose. Bon. Une petite question. Vous avez parlé de synesthésie, mais dans le film, la bande sonore, toute la poésie sonore, etc., elle renvoie la lettre à des affects, en fait. C'est des univers qui ne sont pas synesthésiques, mais qui sont émotionnels. Et il y a des intensités émotionnelles autour de la lettre et de ses déclinaisons dans le poème sonore, phonique. Et ça, on n'a pas parlé, parce que les couleurs, c'est pas forcément un affect, c'est un paysage, c'est une vision. Mais il y a des moments très étranges, très puissants dans la bande sonore, du côté des... les images des plantes et l'oursonnate, par exemple, ça... L'oursonnate, c'est juste au début. Hein. Oui, mais ça renvoie non plus un paysage de mots, non pas un paysage de couleurs, mais ni d'objets, mais ça renvoie un paysage d'affect, et ça, on n'en a pas tellement parlé. Mais moi, je crois que, bon, je ne sais pas, dès qu'il n'y a pas d'affect dans la couleur... Tu parles, sinon, si j'avais pas d'affect dans la couleur, j'aurais rien fait. Moi, comme cinéma, hein. Je crois qu'il y a un bon. Mais peut-être on va s'arrêter là, non? Peut-être. Encore. Par rapport à ça, par rapport à l'affect, moi j'ai vraiment beaucoup de choses dans ce film, et je dois dire que tous
ces mouvements et ces paysages de fleurs, j'ai envie de dire que ça m'a prise au ventre. Enfin, je trouvais que c'était vraiment très puissant. Tant mieux, c'est beaucoup mieux de finir là. Merci à vous.